Salam alaikum. On se réunit aujourd'hui pour traiter le deuxième chapitre qui traite, si vous voulez, les géométries, les actes. Alors, les actes de métrie, donc si vous voulez, sont des documents établis par, soit par un architecte ou par maîtreur, pour plusieurs phases, bien sûr, durant plusieurs phases. Donc, ces documents ou ces actes sont établis en parallèle aux phases d'un projet. Et comme vous savez, bien sûr, un projet ou un marché se commence par les études et s'achève, bien sûr, par le règlement ou bien le décompte définitif. Durant les trois phases d'un marché, la phase d'étude, la phase d'exécution, la phase après l'exécution, on établit un ensemble de documents s'appelle actes de maîtrise. Les actes de maîtrise sont établis en parallèle aux phases d'un marché. Donc on commence par la phase d'étude. Oui. On commence par la phase d'étude. Et le premier acte, si vous voulez, c'est l'estimation sommaire. La question de l'estimation sommaire, c'est une estimation, bien sûr, c'est une évaluation rapide, approximative, par laquelle on détermine le coût approximatif nécessaire à la réalisation du projet, ou bien le budget nécessaire à la réalisation d'un projet. Donc, bien sûr, comme vous savez, le maître d'ouvrage, le client ou bien le propriétaire, avant de commencer d'exécuter un projet, ou bien avant de commencer, avant de donner l'ordre à l'architecte d'établir les plans d'exécution, ou bien le projet à exécuter le projet définitif, elle doit prévoir le budget, elle doit prévoir la trésorerie nécessaire à la réalisation de projet. Donc, à partir de l'estimation sommaire, on peut estimer rapidement, ou bien sûr, cette estimation s'établit soit par un architecte ou par un maîtreur expérimenté. Deuxièmement, et durant la même phase, on établit le devis descriptif. Ce devis, bien sûr, il décrit, c'est une description, il décrit toutes les parties d'ouvrage. Bien sûr, après une décomposition, cette décomposition, elle dure longtemps, c'est l'étape la plus longue, surtout pour le métro, mais en principe, le devis descriptif s'établit par l'architecte. Cette décomposition, bien sûr, d'ouvrage consiste sur une répartition des ouvrages basée bien sûr sur les genres des matériaux, les difficultés d'exécution, ainsi de suite. Il y a plusieurs paramètres. Et dans le devis descriptif, pour chaque poste, pour chaque ouvrage, on doit décrire le mode de mesurage de poste, le mode de paiement, les modes techniques ou bien les techniques de la réalisation d'ouvrages, ainsi de suite. Il y a plusieurs caractéristiques à désigner pour ce devis. Troisièmement, on aura le devis quantitatif. Le devis quantitatif, c'est un devis qui donne les différentes quantités ou bien les quantités des différents ouvrages de projet. Bien sûr, on a dit que le devis descriptif, il détermine ou bien il décrit les ouvrages d'une construction ou bien d'un projet. Ces descriptions sont élaborées à la forme des clauses ou des articles. Chaque article intéresse
un poste ou bien un ouvrage, par exemple un poste de terrassement, comme le déblis, un poste de déblis, un poste de rempli, les travaux de fondation, on trouve des postes en béton armé, comme le béton désigné en semelle, soit continu ou isolé, ainsi de suite. Il y a plusieurs postes comme la maçonnerie, etc. Quatrièmement, le devis estimatif. Le devis estimatif. Ce devis, bien sûr, il donne parce que le maîtrise, l'objectif par définition, on a dit que le maîtrise c'est un document, a pour objectif de quoi? A pour objectif d'estimer le coût global de projet. D'estimer le coût global de projet. Alors, dans cette étape, le maîtreur, il est demandé d'estimer le coût, ou bien l'entreprise en général, même aussi le maître d'ouvrage, elles sont demandées d'établir une estimation ou bien d'estimer le coût d'ouvrage, le coût de projet. Alors, le devis estimatif, il donne, ou bien dans ce devis, on multiplie les différentes quantités par leur prix unitaire et en additionnant ou bien le coût global de projet, le coût global de projet. Donc ça c'est une estimation qui consiste sur la multiplication des prix unitaires par les quantités et en additionnant bien sûr par la sommation de l'ensemble des postes, en additionnant quoi? En additionnant le coût global de projet. Bon, ici pour le devis estimatif, on doit comparer entre deux types de devis estimatifs. Premièrement, le devis estimatif établi par le maître d'ouvrage s'appelle devis estimatif commercial. Devis estimatif commercial. Et aussi un devis établi ou élaboré par l'entrepreneur s'appelle devis estimatif technique. La différence entre les deux, bien sûr, sont des devis, en général, sont des devis estimatifs, mais le premier s'établit par le maître d'ouvrage a pour objectif de prévoir le coût global de projet, ou bien pour plafonner le coût de la concurrence, si vous voulez, pour donner un seuil de concurrence sur la base de laquelle les entrepreneurs seront en concurrence pour ce marché. Alors, le devis estimatif commercial s'établit par le maître d'ouvrage et le devis estimatif technique s'établit par l'entrepreneur. Le degré de calcul ou bien le degré de la précision de calcul se diffère entre les deux devis. Donc pour le maître d'ouvrage, ce n'est pas nécessaire à calculer avec une haute précision, mais pour l'entrepreneur, c'est-à-dire le devis estimatif technique, doit être bien précis. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur doit proposer des propositions, des coûts bien sûr, ou bien des prix unitaires qui atteignent à déterminer le coût global de projet. Il doit proposer des prix unitaires les moins chers, c'est-à-dire les moins disants. Parce que parce que le maître d'ouvrage, après un appel d'offres ou après une négociation, il va choisir ou bien passer le marché à l'entrepreneur qui propose le prix le moins disant. Alors, l'entrepreneur doit proposer des prix les moins chers, les moins disants, mais aussi il doit garder ou bien il doit conserver une marge de bénéfice parce qu'on ne peut pas, comme des entrepreneurs, travailler avec pour rien. Donc tout le monde travaille pour gagner, pour bénéficier bien sûr.
Donc ça, c'est au niveau de la phase d'étude. Et j'ai déjà, si vous voulez, vous pouvez approcher le tableau, s'il vous plaît. Donc j'ai déjà préparé un devis, un exemple d'un devis descriptif, tableau tout simplement, dans lequel on mentionne le numéro d'article. Ces numéros des articles sont déjà énumérés dans le descriptif lors de la décomposition des ouvrages. Dans la deuxième colonne, on donne la désignation de puis l'unité de mesurage, la quantité, le prix unitaire et enfin le total. Bon, donc j'ai déjà préparé un exemple. Donc, si vous voulez, les ouvrages ou les constructions en général se composent par des travaux de seconde œuvre, si vous voulez, des installations, ainsi de suite. Voilà. Bon, donc pour les travaux de terrassement, j'ai donné déjà, à titre d'exemple, numéro 100. Puis, dans les travaux de terrassement, on trouve plusieurs postes, comme le déblai, remblai, peut-être décapage, et ainsi de suite. Peut-être même pour le déblai, on peut désigner un poste de déblai pour un terrain rocheux et un autre pour un terrain végétal meuble. Bon, donc 101, c'est le déblai. L'unité de mesurage, mètre cube. Par exemple, la quantité 100. Le prix unitaire 100 dirhams, donc en multipliant la quantité par le prix unitaire et on aura un résultat de 10 000 dirhams. Deuxième poste, c'est le remblai. Voilà. Donc, toujours l'unité de mesurage, c'est le mètre cube. Et bien sûr, ces unités ne sont pas affectées comme ça spontanément, sont désignées déjà dans le devis descriptif. Donc, toutes les informations nécessaires, soit pour les désignations d'ouvrages ou les unités de mesurage, sont déjà, même le mode de mesurage, sont déjà mentionnés dans le devis descriptif. Et les quantités sont déjà prédéterminées dans un devis quantitatif, bien sûr, qui est déjà établi d'après un avant-métré. Et comme vous savez, bien sûr, on doit comparer entre un métré, comparer entre le métré et l'avant-métré. La différence, l'avant-métré sont des calculs, bien sûr, sont des calculs par lesquels on détermine les quantités des ouvrages. Et lorsqu'on dit les quantités des ouvrages, soit des surfaces, soit des volumes, soit des mètres linéaires, ainsi de suite. Bon, donc l'avant-métrie s'établit à partir d'un plan. Le métrie s'établit à partir d'un levé de mesurage exercé ou bien effectué sur des travaux sont déjà réalisés, c'est-à-dire sur du mesurage, des mesures ou bien du levé, des dimensions, des ouvrages qui sont déjà exécutés, qui sont déjà réalisés. Bon, alors, on passe au deuxième poste, toujours au gros béton, au gros œuvre. Donc, on donne un chiffre, si vous voulez, référentiel, 200 pour le béton en béton armé, par exemple. 201, donc on diffère, on compare entre ou bien on répartit les types de béton selon le dosage, par exemple. Donc 201 béton classe 4, gros béton en béton de propreté, 202 béton classe 2, ainsi de suite. On peut ajouter des autres postes comme la maçonnerie en briques, la maçonnerie en moulin, etc. Ça dépend, bien sûr, on peut atteindre jusqu'à 400-500 postes, ça dépend l'ouvrage, la peinture, la menuiserie, ainsi de suite. Il y a plusieurs postes à calculer, donc on diffère entre les postes d'après, bien sûr, le genre de matériaux utilisés pour le poste ou bien pour l'ouvrage, aussi la difficulté d'exécution,
hein, et l'ordre chronologique aussi de l'exécution. Bon, donc par la multiplication des quantités par les prix unitaires, en additionnant le coût total, le prix total de projet. Bien sûr, ce coût par la sommation des totaux, hein, la sommation des totaux des prix des ouvrages. Donc ça, c'est un... donc on passe à la deuxième phase. À la deuxième phase de projet. C'est la phase d'exécution. Hein, c'est la phase d'exécution. Donc, avant de passer à cette phase, donc, je vais attirer votre attention et vous devez, on doit comprendre qu'il y a des actes qui sont établis durant cette phase, c'est-à-dire durant la phase d'étude, mais seront appliqués soit durant la phase d'exécution ou après l'exécution. Par exemple, l'acte de révision de prix. L'acte de révision de prix, c'est un acte chronologiquement, l'élaboration de ce acte chronologiquement s'établit avant la réalisation de projet, c'est-à-dire durant la phase d'étude, c'est-à-dire durant l'élaboration de CPS, qui est des prescriptions spéciales. Mais l'application de cet acte, elle vient après la réalisation, c'est-à-dire lors de l'achèvement des travaux. Bon, bien sûr, la question de révision des prix, il est demandé ou bien il est exigé parfois surtout pour les projets qui ont un délai d'exécution qui dépasse une année. Donc, et en raison bien sûr de l'instabilité des prix des matériaux, des prix de la main-d'œuvre, ainsi de suite. Donc, les prix unitaires, ou bien ces changements des prix, ces variabilités, hein, sera reflété sur les prix unitaires. Automatiquement ou directement sera reflété sur les prix unitaires. Alors, peut-être on propose un prix unitaire par exemple, de déblai de 100 dirhams par exemple, par mètre cube, dans la marge de bénéfice par exemple 20%, 20 dirhams. Mais après l'augmentation par exemple du carburant, le coût de production d'un mètre cube de déblai, il vient plus que 80 dirhams. Alors on doit conserver la marge de bénéfice, c'est pourquoi on doit établir lors de l'élaboration de devis descriptifs, on doit établir un acte de révision des prix qui permet bien sûr la révision des prix après bien sûr l'exécution des travaux, lors de l'achèvement des travaux, et bien sûr dans cet acte on détermine les formules à appliquer, hein, la façon de calcul, les formules à appliquer, et bien sûr je ne sais pas, bien sûr, les formules au Maroc, par exemple, sont données. On doit établir un PV, s'appelle état de lieu. Dans ce devis ou bien dans cet état, on décrit l'état de lieu, on décrit, on établit une description de l'environnement, si vous voulez, de projet ou de la cité de chantier, etc. Alors, pourquoi l'établissement de l'état de lieu? Parce que l'entrepreneur, il est demandé de rendre en état initial le lieu où le projet sera exécuté, bien sûr. Donc, un état de lieu, il vient entre les deux phases. Hein, il est situé entre les deux phases, entre la phase d'étude et la phase d'exécution. Donc, après ça, on passe à la phase d'exécution. Et si vous voulez le premier, donc il n'y a pas un ordre chronologique exact
entre ces deux actes de situation, mais je préfère de disposer l'attachement en premier, parce que l'attachement, par définitive bien sûr, elle décrit les parties qui deviendront inaccessibles ou invisibles, c'est-à-dire cachées, comme les travaux de fondation, les semelles par exemple, les semelles, après la réalisation des semelles, ou bien après la réalisation de béton de propreté, et après le béton de propreté est bien caché. Alors on ne peut pas dimensionner, ou bien on ne peut pas mesurer les dimensions d'ouvrages exécutés. Donc, dans ce cas, on doit établir un attachement dans lequel on décrit, on figure, si vous voulez, hein, on peut figurer les ouvrages qui deviendront inaccessibles ou invisibles ou bien cachés en général. C'est pour l'attachement. Après, un deuxième acte pour la phase d'exécution s'appelle l'état de situation. L'état de situation ou l'état d'avancement, c'est un constat par lequel on établit les maîtrises des travaux qui sont exécutés. Pour bien sûr l'état de situation, le degré de précision n'est pas important parce que bien sûr l'importance ou bien le degré de précision il dépend l'objectif pour lequel on établit l'état de situation, parce que l'état de situation s'établit pour plusieurs raisons, soit pour demander les acomptes par l'entrepreneur. Donc, comme vous savez, l'entrepreneur, ou bien le budget, ou bien le capital de l'entrepreneur, il ne lui permet pas de couvrir la totalité de projet. Alors, de temps en temps, d'une façon périodique, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit périodique, bien sûr, le mode de paiement doit être discret dans le CPS. Autre, il demande des acomptes. Donc c'est pourquoi on établit l'état de situation. Donc l'état de situation ou l'état de lancement n'est pas précis. Hein, cet état d'avancement n'est pas précis. Mais on peut, en même temps, on peut établir un état de situation pour des autres raisons, comme la déclaration, dans le cas de déclaration de la faillite d'une entreprise, donc pour raison de changer l'entreprise qui va exécuter le risque de projet. Donc on doit établir un état de situation précis, hein, précis pour régler les acomptes de l'ancienne entreprise et pour faire un appel d'offres avec des nouvelles quantités, et bien sûr pour ne laisser aucune issue au nouveau, si vous voulez, à la nouvelle entreprise, pour demander des acomptes pour des travaux qui sont réalisés par l'ancienne entreprise. Alors, il y a des autres raisonnements pour lesquels on établit l'état de situation, comme le changement de maître d'ouvrage. Hein, on peut, donc le propriétaire il peut, si vous voulez, vendre le projet avant d'achever les travaux, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisonnements. Bon, donc l'état de situation. Après l'état de situation, il y a si vous voulez, un autre acte qui vient dans la dernière phase, qui s'appelle bien sûr la phase
Donc c'est la deuxième phase. La troisième phase, après la réalisation. Après la réalisation, donc après la réalisation de projet, de facturer les travaux définitivement. Bien sûr, l'état de situation, c'est une facture, sur la base de laquelle le maître d'ouvrage réglait les acomptes pour l'entrepreneur. La même chose pour les mémoires. Donc, mémoire. Pardon. Bien, mémoire. Donc, cet article, c'est-à-dire mémoire, cet acte, est établi avec une haute précision parce que lors de l'achèvement des travaux, on doit facturer réaliser. Autrement dit, on doit régler la compte définitive ou bien qu'est-ce qu'on appelle, on peut considérer aussi comme un acte de maîtrise, hein, compte définitif. Le décompte définitif. Donc le décompte définitif. Donc mémoire. Donc la mémoire, si vous voulez, dans la mémoire, on établit la sommation des quantités de chaque ouvrage réalisé. On fait les calculs total de déblai par exemple, le total des travaux réalisés de rempli, les totaux des débutants réalisés, etc. Donc, par l'addition, si vous voulez, de l'ensemble des ouvrages exécutés, on peut déterminer le coût définitif, le coût global de projet. Et bien sûr, dans cette étape, après l'achèvement des travaux, on peut appliquer les formules de la révision de prix. On a déjà dit que l'article de révision des prix s'établit dans le CPS, bien sûr, mais il sera appliqué dans la phase après l'exécution des travaux. Bien sûr, la révision de prix s'établit sur la base des états de situation. Sur la base des états de situation. La révision des prix s'établit sur la base des états de situation. Lorsqu'on a un changement ou bien une variation des prix au niveau du marché, donc on est obligé d'établir un état de situation avec une haute précision pour déterminer les quantités des ouvrages qui sont déjà exécutés dans la période précédente et avancer de calculer les ouvrages qui seront bien sûr exécutés ultérieurement dans les périodes suivantes. Donc, sur la base des états de situation, on établit, après l'achèvement des travaux, les révisions des prix. Bien sûr, après la mémoire et après la demande de l'entreprise de la compte définitif, on doit appeler, donc faites attention, donc pour n'importe document, soit attachement, soit état de situation ou révision de prix, ces documents doivent être surtout l'attachement, l'état de situation, l'état d'avancement, l'état de lieu, la mémoire, s'établit par l'entrepreneur, mais doit être visé par le maître d'ouvrage. Doit être visé, c'est-à-dire accordé par le maître d'ouvrage. Parce que tout simplement, avant d'exécuter n'importe ouvrage, il est exigé
d'assister le maître d'ouvrage pour établir une réception. Une réception, c'est nécessaire pour l'exécution d'ouvrage. C'est la validation, c'est la validation. Mais avant de régler la compte ou bien le décompte définitif, on a qu'est-ce qu'on appelle les décomptes provisoires. Les décomptes provisoires sont établis ou bien le décompte provisoire s'établit, si vous voulez, lors de l'achèvement des travaux sur la base de la dernière étape de situation. Et on doit noter aussi que les états de situation et les attachements doivent être numérotés, doit comporter des numéros, suivant l'ordre chronologique de l'exécution des travaux, bien suivant l'ordre chronologique de l'établissement de ces actes. Alors, avant d'établir le décompte définitif, on règle pour le maître d'ouvrage, il règle qu'est-ce qu'on appelle le décompte provisoire. Le décompte provisoire. Ce décompte provisoire s'établit sur la base d'une réception provisoire. Et entre la réception provisoire et la réception définitive, parfois pour quelques projets, soit des ouvrages comme par exemple même les bâtiments ou des barrages ou des ponts, on a qu'est-ce qu'on appelle du nantissement. Nantissement, c'est-à-dire la garantie de projet. La garantie de projet. Dans le CPS, on détermine une période ou bien une durée de nantissement. Donc, cette période, bien sûr, de garantie pour laisser le temps nécessaire pour avoir, ou bien pour voir est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il y a des endommagements, etc. Donc, et après cette période, on règle le décompte définitif et bien sûr après l'accord de maître d'ouvrage. Et voilà. Aussi, le compte prorata, c'est un acte de maîtrise. Le compte prorata, c'est un compte géré par l'entreprise pilote, bien sûr, pour quelques ouvrages comme les barrages, comme les ponts, comme les lotissements de bâtiments qui ont une grande surface qui sont plus importants. Il y a des dépenses communes entre les entreprises qui sont chargées à la réalisation de projets. Par exemple, ces charges comme les frais de clôture de chantier, les dépenses de branchement provisoire, le gardiennage, la consommation électrique, etc. Donc, ces frais ou ces dépenses seront réglés par l'entrepreneur pilote ou principal et répartis proportionnellement au montant de projet. Donc voilà pour les actes de maîtrise. On a en général l'estimation sommaire, les devis descriptifs, devis quantitatifs, devis estimatifs, l'état de lieu, l'attachement, l'état de situation, la révision de prix, la mémoire et n'oubliez pas le délai d'exécution, c'est la durée prédéterminée par le maître d'ouvrage, bien sûr, par la validation de maître d'œuvre. Donc le délai d'exécution ou la durée d'exécution, c'est un acte aussi de maîtrise. Il est prescrit dans le CPS, le devis descriptif spécial.
Merci bien pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.